Bonjour, aujourd'hui nous recevons Sébastien Catrix. Bonjour. Voilà, alors Sébastien a des faux airs de Sébastien Chabal. On peut dire ça comme ça, hein. Ouais. La voix grave, la barbe taillée court quand même par rapport à Chabal. Ouais, je l'ai raccourci un petit peu quand même. Les cheveux par derrière, un petit peu catogan. Bon, enfin bon. Donc, comme vous l'avez remarqué, Sébastien est gilet jaune, il a 35 ans, il habite Vaquières, originaire de Roubaix. C'est ça. Un gars du Nord. C'est ça. Je suis un sudiste. Voilà, Bac+2, biochimie. C'est ça. Spécialité. Et il a créé le mouvement à Saint-Mathieu. Le mouvement de Saint-Mathieu présente la caractéristique d'être toujours là, d'être toujours sur le rond-point, samedi après samedi, dans une atmosphère de convivialité. C'est bien ça. Bon, après, créateur, co-créateur, on va dire. Initiateur, ça me convient un peu plus, voilà. Parce que bon, le groupe, c'est un ensemble de personnes qui fait qu'un groupe existe, en tout cas. Donc, bon, alors, je suis pas un groupe. Ouais. Bon, alors Sébastien est chômeur depuis un mois. Il a été viré de son entreprise où il prélevait de l'eau dans les rivières. Voilà, je ne savais pas que c'était un métier de prélever de l'eau dans les rivières. Ah bah si, il y a quand même beaucoup de contrôle sur l'eau en France. Et oui, mais on n'y pense pas. On pourrait le croire. On n'y pense pas. Donc il a organisé une grève pour les conditions de travail. Il a créé un compte Facebook. Et bon, ça n'a pas plu à la direction de la boîte et boum, on l'a mis sur le carreau. Exactement. C'est pas cool ça? Non, c'est pas cool, surtout bon, que je faisais quand même mon boulot consciencieusement et je mettais beaucoup de cœur à l'ouvrage parce que je savais que ma mission, elle portait quand même pour l'Europe et pour l'environnement. Donc ouais, c'est un peu regrettable, mais bon, que voulez-vous, c'est un peu ce que représente un peu le modèle du gouvernement aussi, où on essaye de faire taire les fortes têtes comme on essaye de faire taire le mouvement des Gilets jaunes. Donc vous êtes un meneur-entrepreneur, on m'a dit, voilà, vous êtes intéressé à tout, vous êtes homme à tout faire, vous êtes intéressé à la mécanique, vous avez passé, vous m'avez dit, une journée à bricoler, à démonter, à remonter une voiture, et vous êtes aussi un intellectuel, Ouais. Voilà. Vous aimez la nature et l'environnement. C'est ça. Amateur de VTT. Oui. Qualité travailleur, défaut un peu caractériel. Il en faut un peu du caractère, autrement on ne peut pas être ce que l'on est là à diriger, c'est pas vraiment diriger, mais encadrer et d'avoir cette motivation, il faut quand même avoir du caractère et de la niaque pour aller jusqu'au bout de ses ambitions. Donc, comme les choses ne sont pas faciles et qu'on met beaucoup de bâtons dans les roues, je pense que c'est quand même une qualité, à l'heure actuelle en tout cas il en faut quoi. Une personne de caractère, c'est nécessaire. Très bien. Bon, on va partir là sur la une du prochain numéro de La Glorieuse, le 833, donc on titre en une « Baisser le pantalon pour ne pas baisser le rideau ». Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a un commerçant qui à Valras s'est affiché à poil avec sa compagne devant chez lui pour dire toute la difficulté qu'il avait à tenir son commerce. On a interviewé d'autres commerçants aussi dans les environs de Montpellier. Et voilà, et on revient aussi sur l'initiative du député Vignal et de la présidente de la région à l'Assemblée nationale la semaine dernière de revitaliser, rebooster les centres-villes. Mais beaucoup de mal a été fait. Donc voilà, au travers de ce dossier, on fait un petit peu le point là-dessus. Ensuite, voilà, un article de Georges Roch sur Montpellier a-t-il vraiment dépassé Strasbourg? Montpellier est-il passé vraiment de la 8e à la 7e place? On nous l'a annoncé en décembre, mais en fait, les chiffres sont plus compliqués que ça. Il paraîtrait que c'est pas tout à fait le cas. Ouais, c'est vrai, je pense que dans les chiffres, il y a une guerre des chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut et chacun les interprète comme il a envie. Donc, sur ce point-là, je n'ai pas trop suivi l'actualité, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a les chiffres, c'est toujours assez compliqué à discuter. Ensuite, un bel article d'Henri Viala sur le changement de statut d'un prétendant à la mairie de Montpellier. Alors, on l'appelle Alex de Montpellier, la rue ou la mairie. Voilà. Joke. Ensuite, des petits articles sur le centre-ville, donc enjeu principal, enjeu des municipales sur fond de gilets jaunes, et tu t'es vu dans Daru. Voilà, la rue, Daru. Donc beaucoup de choses cette semaine dans La Glorieuse.
Voilà, Sébastien, donc bon, on arrive un petit peu dans une séquence tronquée au niveau politique, avec, on pensait avoir le président qui ait donné un petit peu ses mesures suite au grand débat. Il y a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris, ça a bouleversé le programme du président. Est-ce que vous avez compris la réaction du président? Oh, bah, en même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de chamboule. Les Gilets jaunes, ça l'a déjà perturbé dans son programme du quinquennat. Là, l'incendie qui vient s'ajouter par-dessus. À croire que même les dieux, pour un jupitérien, ça reste. On lui donne quand même le symbole. Peut-être que son annonce n'allait peut-être pas plaire. C'était peut-être mieux qu'à la limite qu'il y ait l'incendie que nous sortir peut-être quelque chose qui soit vide de contenu. Parce que bon, on peut pas. On ne peut pas dire que le grand débat national soit peut-être le plus représentatif des Gilets jaunes. On y revient. On y reviendra. Et alors, restons sur Notre-Dame. Est-ce que vous avez été touché par cet événement? Oui, en tant que Français, bien sûr que je suis touché par le fait qu'on perde quand même un joyau de la France et une image de la France. Mais ça reste qu'un bâtiment, et un bâtiment c'est réparable, et c'est rien comparé aux nombreuses vies qui ont été modifiées par les LBD et les grenades de désencerclement qui ont mutilé pas mal de gens. Que représente Notre-Dame pour vous? Après, je suis pas croyant. Donc, c'est pas une image religieuse, c'est une image plutôt historique. Un effort collectif pour bâtir une bâtisse qui a duré quand même pendant plusieurs décennies. Et c'est vrai que c'est dommage de la voir s'effondrer comme un château de cartes en très peu de temps, puisque l'incendie, ça a duré. Il paraît qu'elle ne s'est pas effondrée. Hein. La toiture, si. La flèche, elle s'est effondrée. Oui, il manque toute la toiture. Après, de toute façon, ils feront des états des lieux de la structure, mais bon, pour l'instant. On ne sait pas si c'est encore de l'ordre du jour. Ils disent que c'est sauvegardé. Ça reste à voir. Un incendie, la chaleur et l'eau, ça peut faire beaucoup de dégâts sur des structures en tout cas. Oui. Le respect du patrimoine et le symbole que ça représente, c'est plus important que le respect du peuple, selon vous? Ah non, le peuple passerait, pour moi, passe avant tout. Parce qu'avec le peuple, on peut bâtir des choses justement. Alors qu'avec le patrimoine, c'est déjà bâti. Donc il y a encore beaucoup de choses, je pense, à bâtir, de nouvelles choses, et on a besoin du peuple pour bâtir de belles choses. Aussi belles que Notre-Dame de Paris. Parmi les annonces supposées suite au grand débat, alors il y a 25% de proportionnel, il y a la réforme du scrutin régional, il y a des pensions alimentaires obligatoires, baisse de l'impôt sur le revenu, augmentation de l'impôt immobilier. Bon, en vrac. Hein. Laquelle retient le plus votre attention? Moi, je pense que c'est déjà pour les mères célibataires avec les problèmes de pension, ce serait déjà une bonne mesure, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont quand même dans la précarité et qui s'en sortent pas, parce que Dieu justement a ces impayés de pension. Donc je pense que ça pourra remettre un peu de pouvoir d'achat, mais c'est qu'une solution qui est très minime par rapport à l'ensemble, puisque c'est un système qui est vérolé en réalité. Donc c'est comme je l'ai dit depuis le début, c'est remettre une rustine sur une chambre à air qui est déjà remplie de rustine, et au bout d'un moment, on ne peut pas rester dans un état comme ça. Qu'est-ce que vous attendez plutôt du grand débat national? Pour moi, ma première revendication qui peut tout changer, ce sera le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire redonner le pouvoir au peuple. D'accord. Parce qu'à l'heure actuelle, on n'a aucun contrôle sur ce que font notre gouvernement et nos représentants. Parce qu'à l'heure actuelle, les représentants qui sont censés défendre les intérêts du peuple, et ben, finalement, on se rend compte qu'ils défendent plus l'intérêt de leurs copains que celle du peuple. Donc ils ont failli à leur mission, et ils ne respectent pas du coup la Constitution dans la représentativité du peuple. Pourquoi êtes-vous gilet jaune? Pour le sentiment d'injustice globale. De se dire que c'est toujours les mêmes qui profitent et que c'est toujours les mêmes qui payent. Et je pense qu'il faut rééquilibrer la balance. Et depuis, bon, ça fait des années, c'est pas que lié à Macron, mais c'est que Macron, lui, le fait ouvertement quand même. Donc c'est la goutte d'eau. Et pourquoi continuez-vous à aller sur les ronds-points? Jusqu'à temps d'arriver à avoir obtention des revendications, d'avoir un changement qui soit clairement significatif. Là, on ne nous propose rien de vraiment viable. On nous propose des miettes, alors qu'à côté, on fait encore des choix totalement délirants où
où on voit là, à l'heure actuelle le carburant est revenu au seuil du mois d'octobre. Oui. On a fait une augmentation sur les produits alimentaires pour soi-disant mieux payer les agriculteurs. Ça reste encore à voir. C'est comme la taxe carbone où on a dit que c'était pour la transition écologique. C'était pas finalement pour la transition écologique. Donc là, l'augmentation des produits, on n'est pas encore sûr que ça ira vraiment dans la poche des agriculteurs. Donc là, au final, il y a beaucoup de choses qui ont été données décembre, qui finalement, depuis janvier, sont tous en train de disparaître, parce que c'est bien beau de donner de 80 € en plus sur les fonds de l'État, donc sur nous, parce que c'est même pas, on n'augmente pas le pouvoir d'achat, on continue l'enfoncement de la dette du pays, parce qu'on le fait par le biais de la CAF et tout, donc sur la solidarité des gens, alors que beaucoup de personnes des Gilets jaunes demandaient juste de vivre dignement de leur salaire. Et donc vous parlez du prix de l'essence qui a considérablement réaugmenté après avoir baissé, mais il y a la limitation aussi à 80 km/h qui avait été beaucoup critiquée. Est-elle au centre de... Pour ma part, c'est pas une préoccupation principale, même si les 80 km/h c'est une aberration. C'est une aberration dans plusieurs sens, parce qu'on est dans un monde où on nous demande d'aller plus vite et d'être plus productif, avec des voitures qui sont plus sécuritaires qu'il y a 40 ans. Donc on est censé avoir moins de morts, puisque bon, depuis qu'il y a la sécurité routière, on a bien vu que les morts ont bien diminué. Mais après les 80, c'est surtout, je pense, une histoire de raquette avec les radars. Parce que donc votre ancien métier, là, vous faisiez à peu près 100 000 km par an. C'est ça. Et vous circuliez dans toute la région pour aller faire des prélèvements dans les rivières. Et donc vous étiez à fond sur l'accélérateur pour les enjeux de prélèvement, j'imagine. Bah, il y a une certaine pression au rendement qui fait qu'on ne peut pas tout le temps respecter les limitations de vitesse. Et puis il y a des tronçons où c'est humainement impossible. Et quiconque, je les mets au défi de rouler à 80, à part être sur un tracteur éventuellement, où là ça pose pas de problème. Et quand on a des lignes droites à perte de vue à 80 km/h, c'est intenable. C'est pas pour autant qu'il y a eu des baisses d'accidents, puisque justement la baisse de vigilance est beaucoup plus importante, puisqu'on se sent plus en sécurité. On peut pas, vous qui êtes plus vieux que moi, vous avez bien vu les progressions dans les voitures. Non mais je veux dire, entre les voitures qu'il y avait à votre époque et les voitures de maintenant, quand on roule à 90-100, on a l'impression presque de rouler à 30-40 par rapport aux vieilles bagnoles. Donc l'effet d'hypovigilance qui peut être lié du fait qu'on est moins concentré parce que la vitesse elle est plus faible et qu'on sent moins en risque, fait une diminution de la vigilance. Donc les 80, pour moi, je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne mesure, mais ce n'est pas là ma préoccupation première. Qui croise-t-on aujourd'hui au 22e week-end, ou 23e, je ne sais plus, sur les ronds-points à Montpellier? Quelle catégorie sociale, quel type de personnes, quel type de représentation professionnelle? Est-ce que ça a évolué? Non, ça reste... Ça tourne, les effectifs ils tournent. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de seniors quand même. Beaucoup de retraités, bon, parce qu'ils ont certainement peut-être un peu plus de temps que les travailleurs et ils ont certainement une vision aussi plus ancienne. Donc ils ont pu voir cette dérive qui s'est fait petit à petit sur toutes ces années. Alors que là, il y en a beaucoup, ils sont pris dans la vie de tous les jours, un crédit sur la bagnole, un crédit sur la maison, les enfants, puisqu'en gros, on a fait en sorte d'appauvrir les gens pour éviter qu'ils réfléchissent quelque part. Pour éviter qu'ils se rebellent. D'une certaine manière. Bah si, d'une certaine manière, c'est un peu ça quand même. Parce que quand on est tellement préoccupé, on n'a plus le temps. Parce qu'il y a des gens qui là, ont décroché un peu du mouvement parce qu'ils ont des obligations personnelles. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de seniors. Moi, après, je suis dans un milieu rural. Donc après, je ne peux pas avoir une vision d'ensemble par rapport à ce qui se passe sur Montpellier, qui est beaucoup plus citadin, parce qu'il y a quand même une petite différence entre le milieu rural et le milieu citadin. Et là, sur les ronds-points, il y a beaucoup de retraités, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même quelques petits chefs d'entreprise qui viennent de temps en temps, du personnel médical, plus ou moins aisé. Il y a même des cadres qui viennent quand même. Et c'est pas que des gens pauvres qui viennent sur... non, mais je veux dire, parce qu'il y a une stigmatisation, on dit que c'est des pauvres, parce qu'on a déjà été insulté de pauvres sur les ronds-points, alors qu'il y a des personnes sur le rond-point qui touchent certainement 3-4 fois plus que ces personnes-là qui nous insultent de pauvres. Mais bon, c'est pas le souci. Il y en a beaucoup qui viennent, c'est surtout par la conviction de cette injustice, en tout cas. Avez-vous senti une baisse de sympathie de l'opinion au fil des samedis? Ça joue au yo-yo, c'est-à-dire que, disons que la médiatisation de masse faite par BFM, CNews, LCI et tout ça, dirigée par
sous la houlette quand même du gouvernement, puisque bon, ils sont tous un peu copains, les grands patrons de ces journaux. Donc ils ont quand même réussi à faire... Il y a eu des moments où leur travail de propagande au profit du gouvernement était assez efficace. Après, il y a eu des petites baisses de soutien, on les a quand même constatées, ça c'est une certitude. Mais globalement, ça se maintient quand même à beaucoup plus de 50%, contrairement à ce que peut dire par moment certains sondages, qui est d'ailleurs aussi à mettre à caution, puisque bon, apparemment, ce serait un des gens de Macron qui dirigerait un des bureaux de sondage. D'accord. Quels médias ont plus particulièrement vos faveurs? Moi, je regarde Mediapart, RT, Brut. Maintenant, je vais peut-être me focaliser un peu plus sur la Glorieuse, parce que étant dans un village, je ne connaissais pas ce journal. Mais je pourrais m'y intéresser maintenant davantage, à voir, puisque vous êtes satirique, donc ça me convient un peu. J'aime bien rigoler aussi, donc je pense qu'on peut rire de tout. Donc c'est ça mes médias. Après, c'est vrai que avec le mouvement, j'ai quand même pas mal décroché du média TV. Parce que je savais qu'il y avait de l'orientation et de la manipulation, et là avec les Gilets jaunes, je me suis rendu compte que c'était encore bien plus grave que ce que je pouvais l'imaginer, et qui le démontre clairement, il y a plein de preuves contraires qui traînent sur les réseaux sociaux. Donc les fake news, il y a une politique des fake news. Enfin, les fake news sont plus sur les réseaux sociaux, si je peux me permettre, que sur les médias institutionnels, les grands médias. Moi, je suis pas certain. Ces derniers temps, je suis pas certain. Honnêtement, je suis pas certain, puisqu'il y a tellement cette propagande de masse qui a été faite par les... Après, c'est peut-être pas forcément du fake news, c'est de la redondance. De l'information, où on va l'orienter. Et encore quoique, il y a quand même eu des prises de vue en direct sur ces news, où il y a des gens qui disaient à des journalistes, mais c'est n'importe quoi, c'est pas du tout ça. Où on disait qu'il y a des bombes artisanales sur ces news et ce genre de choses. Donc c'est quand même un peu du fake. Pour faire du sensationnalisme, pour attirer l'audimat. Il y a cette course à l'audimat qui est trop prenante sur l'information, sur la vraie information. En fait, moi j'étais à Paris la semaine dernière, j'étais dans le quartier des Champs-Élysées, ils n'en peuvent plus, quoi. Les commerçants. Je discute avec les commerçants, ils n'en peuvent plus. À qui la faute? C'est pas forcément les gilets jaunes, parce que c'est toujours facile de mesurer une conséquence. Non, mais enfin, bon, c'est les gilets jaunes quand même qui sont à l'origine de tout ça, quoi. C'est pas eux qui ont brûlé le restaurant, là, je sais plus comment il s'appelle. Le Fouquet's, ouais. C'est pas eux qui l'ont brûlé, mais bon, voilà, c'est eux qui sont à l'origine du mouvement, c'est eux qui sont stigmatisés un petit peu par les commerçants. Oui, mais bon, si les gens ils sont dans la rue, c'est parce qu'on a un gouvernement qui est totalement inefficace et sur lequel on ne peut rien faire. Est-ce que les gilets jaunes sont-ils politisés? Alors, dans le mot politique, il faut bien entendre les choses, parce qu'il y a la politique qui est donc construire une société, et il y a le mode partisan qui est donc l'attribution des partis politiques qui existent. Donc politiser, oui, parce que bien sûr, quand on est sur les ronds-points et qu'on parle de refaire la France, on fait de la politique, mais au sens noble, comme le faisaient les Grecs dans les assemblées, dans les agoras. Là, on est apartisan dans le sens où on ne va pas aller soutenir plus France Insoumise, Rassemblement National, et d'ailleurs même dans tous les groupes de Gilets jaunes, il y a des personnes qui viennent de tous ces partis politiques différents, et on ne souligne pas cette étiquette politique en tout cas. Parce qu'il a quand même été dit que les Gilets jaunes étaient un mouvement d'extrême, entre guillemets, c'est-à-dire mouvement d'extrémistes plutôt de droite, enfin de droite et de gauche, quoi. Voilà, France Insoumise, Rassemblement National. Ben, moi, pour ma part, j'ai jamais été partisan d'un parti politique, même avant les Gilets jaunes et même encore maintenant. Donc pour moi, quand on me parle de ça, c'est comme si on me parlait un peu des extraterrestres, quoi. C'est-à-dire, c'est une chose dont j'ai entendu parler, mais dont j'ai jamais vécu, quoi. donc moi, le parti politique, ça m'intéresse pas plus que ça, puisque j'y vois pas vraiment la sincérité de ces partis, puisque, comme disait Coluche, ils mangent tous à la même cantine, et ça, c'est un fait avéré. Donc c'est facile de se tirer dans les pattes devant le public pour faire du théâtre, et derrière, ils se serrent tous la main, ils sont tous en train de se faire des tapes dans le dos. Si les futures annonces du président ne vous satisfont pas, quelle suite vous pourriez donner? C'est-à-dire, dans le sens de l'action Oui, dans le sens de l'action. Bah nous, on est quand même très pacifique, donc on va pas changer notre ligne directrice, mais par contre, on va essayer quand même de fédérer un maximum de gens, essayer de voir localement, puisque le principe du mouvement, c'est que c'est un mouvement qui est censé être horizontal,
et de repartir de la base. Parce que même là, à l'heure actuelle, il y a quand même des dissensions entre les têtes des syndicats et les unions départementales, les petites antennes locales départementales. Les grosses têtes des syndicats ne sont pas très chauds pour être avec les Gilets jaunes, alors qu'il y en a beaucoup d'antennes départementales qui sont Gilets jaunes dans l'âme et qui ont envie de... Justement, il y a un travail de convergence qui est fait entre les Gilets jaunes et les syndicats, parce qu'il faut bien se rendre compte, à l'évidence, que si on veut se faire entendre, ce sera par plus ou moins une paralysie de la productivité en France. Donc en arrêtant les usines par la grève des salariés, comme ça a été le cas en 68, essayer de faire une grève massive pour essayer de se faire entendre et vraiment changer les choses. Vous pensez que, parce que bon, il y a eu une première série d'annonces là qui n'ont pas convaincu, en décembre. Bon, ensuite, en janvier, on lance un grand débat. Et donc le 15 avril, normalement, enfin bon, c'est décalé à quelques jours là. Est-ce que le malaise social peut être stoppé par des annonces présidentielles? Je pense pas. Je pense qu'on est arrivé à un point de rupture qui est beaucoup trop avancé. Il a affiché tellement de mépris et d'arrogance vis-à-vis du peuple, et cette déconnexion clairement affichée par notre président, de la déconnexion qu'il a avec son peuple, est beaucoup trop importante pour qu'il puisse, à mon sens, retrouver la confiance de ses concitoyens. Donc je pense qu'il faut passer soit par une refonte du gouvernement complet, après il peut rester à la tête, mais je pense qu'il va falloir faire une dissolution de l'Assemblée, et changer des ministres et tout ça, quoi. Donc pour vous, les élections à venir sont un débouché naturel, quoi. Lesquelles? Les élections, des élections... donc je veux dire, ce grand débat, il peut déboucher que sur des élections à venir, quoi. Ah oui, je pense qu'il faudra... pas forcément, peut-être pas refaire tout, mais au moins changer la majorité, c'est-à-dire essayer d'avoir un système d'opposition. Parce que quand même, le président, il est élu pour 5 ans, donc il doit faire sa politique pendant 5 ans. Bon, ensuite, on verra dans 5 ans. Est-ce que vous pouvez attendre 5 ans? Non. Ou est-ce que vous... C'est l'avantage d'être... Vous pouvez pas attendre... Enfin, il a la mi-mandat, là, à peu près. Donc ça veut dire que... Bon, il reste combien? Il reste 3 ans. Ouais, mais on ne peut pas attendre ce délai-là, puisque même le système actuel, c'est pour ça que le RIC est très important, parce que le problème, c'est que le quinquennat, chaque équipe que l'on mettra, chaque président que l'on mettra, proposera toujours une vision court-termisme, parce que les équipes ne sont pas susceptibles d'être toujours prolongées. Donc à chaque fois, c'est un programme sur 5 ans, court-termisme, et c'est ce qui se passe aussi dans les entreprises, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la difficulté de l'emploi, de l'embauche et tout, c'est cette vision court-termisme, alors que le RIC, comme c'est le peuple qui est là pour toute une vie, nous on est là pour toute une vie. Nous on saura, en tant que peuple, on n'est pas parfait, eux ils ne le sont pas, mais nous on est là pour toute une vie et on pourra avoir une vision long-termisme que les équipes gouvernementales qui se succèdent n'ont pas. Parce que... Enfin, elles n'ont pas, ça fait 40 ans qu'ils font plus ou moins la même politique. Oui, la politique de descendre le peuple, de profiter du peuple, mais la politique qui vient vraiment à construire le peuple, parce qu'ils ont toujours favoriser, comme je le dis, leur bande de petits copains qui leur est proche. Regardez, même là, avec la Française des Jeux, c'est la femme du patron de La République En Marche qui est directrice de la communication de la Française des Jeux. C'est à se demander s'il n'y a quand même pas une cause à effet, on privatise, comme par hasard, c'est la femme d'un proche qui demande la privatisation qui se retrouve à la tête de ça. Donc on peut se poser la question sur les moyens de corruption, parce que la France a quand même beaucoup de corruption et on en parle très peu dans les médias, on parle beaucoup des... Si, on en parle. Vous lisez le Canard enchaîné ou d'autres journaux, vous voyez le niveau d'entre-soi, de copinage, entre guillemets, qu'il peut y avoir entre les élus et le monde des affaires, par exemple. Ouais, mais ça reste assez petit, parce qu'on stigmatise beaucoup les pays pauvres, les pays d'Amérique du Sud, où il y a les problèmes de la drogue, où on va dire beaucoup qu'il y a de corruption. C'est que nous, on est dans une corruption qui est beaucoup plus fine, on va dire, et qui est beaucoup... où ils travaillent beaucoup, d'ailleurs, même sur les lois, pour éviter de se faire stopper, quand même. Est-ce que vous comprenez le discrédit dont souffrent les hommes politiques? Ah bah oui. Oui, le discrédit est assez simple, dans la mesure où ils ne comprennent pas ce que vive un Français au quotidien. Ils sont déjà discrédités parce qu'ils ne sont pas dans la compréhension du peuple. Donc ils ne peuvent pas trouver des mesures qui puissent répondre aux attentes du peuple. Est-ce que dernièrement, il y a une pratique qui vous a particulièrement choqué? Chez les hommes politiques? Non, un exemple qui vous a particulièrement choqué.
Ah bah moi là c'est la vente d'ADP, la vente d'Engie, on essaie de vendre les barrages hydroélectriques, on essaie de brader la France à ses petits copains privés. De toute façon la privatisation c'est ce qui va tuer le pays quelque part, puisque la privatisation fait automatiquement dans une économie dans laquelle on essaie de nous faire croire qu'elle est circulaire. Dès on privatise et qu'il y a des actionnaires et des dividendes, forcément c'est la fuite de cette économie circulaire. Et sauf que cette fuite, qui c'est qui la finance? C'est le peuple, c'est pas le gouvernement. Puisque l'argent, qui c'est qui le produit? C'est nous. Et c'est la dette d'ailleurs qui produit l'argent. C'est pas... Parce que c'est comme ça qu'on crée les billets de banque d'ailleurs, c'est grâce à la dette. Parce que c'est de l'argent factice qui n'est pas encore là et on imprime des planches à billets grâce à la dette, grâce au crédit. Pensez-vous vous engager en politique en 2020 ou avant peut-être? Ou au municipal? Enfin, oui, ouais, en 2020, c'est municipal, oui, c'est bien ça. Ah ben, je suis le premier à dire que si on veut changer des choses et que là, si Macron traîne vraiment dans ses annonces, il va falloir intégrer les municipalités. Même si c'est pas forcément gagnant, mais il y a peut-être possibilité d'avoir quand même des consensus même avec les équipes actuelles, mais amener du gilet jaune dans les communes pour essayer de commencer à intégrer leur milieu. Et il y aura peut-être comme ça qu'on pourra le changer. Comme on le dit, c'est un mouvement qui veut une refonte à partir de la base. Le peuple, c'est la racine de la France. Le tronc, c'est tout le système actuel qui est tout à fait vertical. Et tous les combats des syndicats qui ont eu lieu pendant toutes ces dernières années, en gros, ça fait que couper une branche qui était toujours pourrie. Sauf que le tronc, le système global, est toujours opposé sur ce tronc qui ne va pas. Alors que là, le mouvement des Gilets jaunes, en gros, on veut couper le tronc et refonder quelque chose de nouveau. Est-ce que l'arbre peut repartir si on recoupe le tronc? Ah bah bien sûr, et c'est les racines qui donnent toute l'énergie pour que il y a des arbres parfois quand on les coupe, ils ne repartent pas. Ouais, mais nous, le peuple a suffisamment d'énergie et d'envie pour pouvoir régénérer un nouvel arbre en tout cas. C'est ça le mouvement des Gilets jaunes. Et vous ne croyez pas que si vous rentrez si vous enlevez les Gilets jaunes et que vous rentrez dans la politique, vous allez perdre votre âme? À l'heure actuelle, dans le système actuel, si on va dans la politique, il y a un risque de se perdre peut-être soi-même. Parce que le système, il est trop pourri. Donc il faut rester sur les ronds-points. Il faut rester sur les ronds-points, il faut intégrer la municipalité, essayer quand même d'intégrer pour essayer d'amener du changement. Bon, on va terminer par la question chapeau, s'il vous plaît. Oui. Vous en tirez une et vous la lisez. Question chapeau. On va voir si je vais être à la hauteur alors. Alors, c'est quoi? Pourquoi vouloir un RIC? Non, le RIP existe. Le RIP existe, pourquoi vouloir un RIC? Alors, le RIP, donc c'est un référendum d'initiative partagée. C'est bien ça, hein, voilà, exactement. Bon, sauf que le problème du RIP, c'est qu'il y a un verrou, et en plus ils en ont parlé hier, et je prends cette expression parce que c'est la réalité, il y a un verrou des parlementaires, où il faut avoir un quorum de députés qui demandent à déclencher ce référendum. Oui. Alors que le RIC, ce serait à l'initiative du citoyen. Et c'est là qu'il y a toute la différence. Parce que là, les parlementaires, comme on a une perte de confiance sur tous les représentants, soit même les députés, pas tous les députés, il y a des députés qui font leur boulot et ce genre de choses, mais il y a quand même une majorité qui ne pense plus au peuple depuis bien longtemps. Et de compter sur eux pour déclencher des référendums, et en plus le référendum d'initiative partagée, c'est juste consultatif. Ça n'a pas un effet de décision. C'est-à-dire, ils consultent le peuple et après, ils ont toujours la liberté de suivre ou ne pas suivre les résultats de ce RIC. Alors que le RIC, comme nous on le demande, parce qu'on le veut toute matière, ce serait donc du coup à l'initiative du citoyen et on aura la possibilité du coup que l'issue de ces résultats de ces référendums soit effective. Et d'ailleurs, même là, on est d'ailleurs dans une problématique, puisque là, les députés, il y a eu 240 députés qui demandent un RIP pour ADP. Et en attendant, le gouvernement essaye de mettre un veto dessus, quoi. Donc, vous voyez comme quoi la complexité de faire un référendum dans la Constitution actuelle, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je me bats, beaucoup de gilets jaunes se battent pour l'abolition de la 5e République et partir sur une 6e en réécrivant la nouvelle Constitution. Et d'intégrer justement ce référendum d'initiative pour leur enlever un peu de pouvoir. Ils ont trop de pouvoir. Parce que ces gens-là, ils prennent des choix, ils font des décisions, mais à qui ils rendent des comptes? Comme je dis... Non, mais ils rendent des comptes aux élections, aux électeurs. Ensuite, oui. Ils sont balayés. Regardez, par exemple, Hollande, il avait promis qu'il fallait taper, et puis il a fait le contraire de sa politique.
Donc ensuite, il n'a même pas pu se présenter. Oui, mais il a quand même fait des choix financiers qui, c'est pas les personnes qui représentent le peuple qui assument le frais de leurs mauvaises décisions. Quand vous faites un mauvais investissement, Oui, non, ça, avec le banquier, vous êtes dans le rouge, le banquier vous appelle. Quand eux, ils font un mauvais investissement... Ils augmentent les impôts. Voilà. Ils augmentent les impôts. Donc, ils n'assument jamais le fruit de leurs décisions. C'est sûr. Et donc, il faut arriver à un état où le peuple puisse sanctionner ses représentants. Parce que les représentants, comme je l'ai dit au début, ils sont là pour défendre l'intérêt du peuple et représenter le peuple. Est-ce que c'est ça que font actuellement les personnes du gouvernement? Est-ce qu'ils représentent vraiment l'intérêt du peuple? Non. À l'heure actuelle, ça fait bien longtemps qu'ils ne représentent plus les intérêts du peuple. Ils représentent les intérêts du CAC 40. Voilà. Bon, très bien, mais je vous remercie. Ah bah c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette parole et je pense qu'il faut qu'on continue tous et il ne faut pas désespérer. Et même si la voie elle est longue, c'est le temps qui nous donnera raison. Et c'est le temps qui nous sera plus profitable. Eux, ils sont là pour 5 ans. Comme on l'a dit, nous on est là pour 20 ans, ou plus, pour toute une vie. Donc le temps nous donnera raison. Vous le verrez en tout cas. Très bien. Merci beaucoup.